Bonne séance à tous. L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi relatif à l'Agence nationale des voies navigables. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Vous discutez aujourd'hui du projet de loi relatif à Voies navigables de France. C'est une traduction concrète, une nouvelle traduction concrète des engagements du Grenelle de l'environnement en matière de transport. Et il est le résultat d'une volonté partagée, j'y reviendrai, celle de tous les acteurs concernés de renforcer le transport modal, le report modal vers la voie d'eau et de faire évoluer la part du non-routier et du non-aérien. Il s'agit de passer de 14% à 25% pour le non-routier et le non-aérien d'ici 2022. Certains de nos voisins, les Allemands, les Néerlandais, les Belges, ont misé très tôt sur la voie d'eau en matière de fret. Et la France prend à son tour aujourd'hui la formidable mesure du potentiel de développement du transport fluvial. Les excellents chiffres de trafic de fret, notamment en 2010 avec une progression de plus de 8%, témoignent de ce regain, de cette vigueur retrouvée, et démontrent la possibilité, la faisabilité d'aller plus loin. Pour la première fois depuis les années 70, le transport de fret par voie d'eau a dépassé en 2010 les 8 milliards de tonnes-kilomètres sur une année. Ce projet de loi, Mesdames et Messieurs les sénateurs, vise à rattraper notre retard par rapport à nos voisins européens, peut-être à les dépasser, à dessiner en tout cas les contours du mode fluvial de demain. Et il est nécessaire pour ce faire de modifier en profondeur l'organisation du service public de la voie d'eau. Je le redis, le Grenelle a donné au transport fluvial un caractère prioritaire. Le programme prévu par la loi Grenelle 1, par exemple, avec la réalisation du canal Seine-Nord-Europe et la régénération du réseau magistral, l'organisation aussi de débats publics sur les nouvelles liaisons à grand gabarit, a permis au transport fluvial de franchir une nouvelle étape. Ceci dit, le canal Seine-Nord-Europe n'épuise pas la question et l'optimisation du service public de la voie d'eau n'est pas optimale. C'est de cette dernière qu'il est question aujourd'hui. L'établissement public industriel et commercial, créé en 1991 pour exploiter, entretenir, améliorer, développer, promouvoir les voies navigables de France, ne maîtrise pas, au jour d'aujourd'hui, tous les moyens indispensables à sa gestion. Il n'exerce, par exemple, qu'une autorité limitée sur des agents. Pourtant, ces agents lui sont entièrement dédiés. Ils sont indispensables à son bon fonctionnement. L'établissement ne contrôle aussi que très peu sa propre organisation territoriale. Et puis surtout, l'état des lieux du réseau impose la mise en place rapide, urgente, d'amélioration. Une réforme du service public de la voie d'eau pour toutes ces raisons est nécessaire. Nous avons besoin, en effet, pour répondre aux défis que je citais au début, d'un réseau modernisé et fiabilisé, mais nous avons aussi besoin d'une organisation plus efficace, en confiant la responsabilité du tout à une entité unique. C'est pourquoi la principale disposition du projet de loi consiste à transformer Voies navigables de France en un établissement public administratif de l'État. Il regroupera les 400 salariés actuels de VNF et les 4 500 agents des services déconcentrés de l'État qui, aujourd'hui, travaillent de fait entièrement pour lui. Et ce rapprochement permettra d'instituer une véritable communauté de travail, d'unifier les compétences et les moyens au sein d'un nouvel établissement au service de la voie d'eau. Concrètement, le projet de loi donne désormais au directeur général de l'établissement autorité sur toutes les catégories de personnel de l'établissement. Fonctionnaires, ouvriers des parcs, des ateliers, des bases aériennes de l'État, les agents contractuels de droit public, les salariés régis par le Code du travail. Le directeur général aura également des compétences en matière de rémunération, de gestion, de recrutement et de formation pour lui permettre de développer une politique d'emploi adaptée. Pour aboutir à ce projet,
Thierry Mariani et moi-même avons mené une large concertation avec les représentants des personnels du ministère et de Voies navigables de France, tant sur le contenu de la réforme que sur le contour du nouvel établissement. Et il en est ressorti un consensus sur le développement de la voie d'eau, à laquelle les personnels sont extrêmement attachés. C'est un métier de passion. Ils en ont tous témoigné de par leur engagement par le passé et de par leur engagement aussi à l'occasion des discussions que nous avons menées. Cette concertation était indispensable pour définir les garanties à apporter aux agents. Nous avons ainsi veillé à ce que le projet de loi garantisse à chaque catégorie d'agents le maintien de son statut ou la conservation des stipulations de son contrat. Nous sommes aussi attachés à ce que le regroupement des instances de gouvernance, de concertation, de représentation des personnels au sein du nouvel établissement tient compte de la diversité des salariés. Et cette vision partagée nous a permis de signer un protocole d'accord avec la majorité des organisations syndicales. C'est sur la base de ce dernier qu'est fondé le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui. Le gouvernement, je le dis solennellement ici, est très attaché au respect des équilibres qui ont pu être trouvés dans le cadre de cette concertation, afin de permettre d'offrir de vraies garanties à la concrétisation future d'une véritable communauté de travail qui fait toute l'ambition de ce projet de loi. Second apport du projet de loi, c'est de renforcer les missions de l'établissement pour affirmer sa contribution à la réalisation des objectifs du Grenelle, le développement de la voie fluviale en complémentarité avec les autres modes de transport. C'est un objectif qui vise prioritairement le grand gabarit. Ça ne veut pas dire que le réseau touristique est oublié. Le réseau touristique, comme l'indispensable prise en compte des préoccupations d'aménagement du territoire, sont bien présents et je sais à quel point le Sénat et vous-même, mesdames et messieurs les sénateurs, êtes attachés à ces problématiques. Donc, le projet de loi renforce les missions historiques, entretien, exploitation, développement de la voie d'eau de l'établissement, en confortant son rôle en matière de développement durable et d'aménagement du territoire. Et il prend notamment en compte la diversité de vocations de la voie d'eau comme réseau de transport, qui soit dédié au fret ou au tourisme. Le rôle de l'établissement en matière de gestion hydraulique est également renforcé pour prendre en considération les enjeux liés au partage de la ressource en eau. Et je sais que ça a aussi son importance pour... Pouf, ça marche pas? Si. Enfin, dans la perspective d'accroître les ressources de l'établissement et lui permettre de valoriser le domaine de l'État qui lui est confié, le projet de loi lui confère des compétences nouvelles pour exploiter à titre accessoire, on est bien d'accord, ce n'est pas son objet principal, l'énergie hydraulique des cours d'eau, au moyen d'installations ou d'ouvrages situés sur le domaine public fluvial. Il s'agit de mettre au service de la voie d'eau et motiver l'opérateur qui la gérera des ressources qui lui seront extrêmement utiles. Mesdames et messieurs les sénateurs, nous venons de fêter l'anniversaire de Voies navigables de France. Ce sont ses 20 ans. À 20 ans, il était temps que nous en faisions un établissement disposant des leviers et des moyens qui lui permettront d'aller encore plus loin et d'atteindre les objectifs du Grenelle de l'environnement dont je parlais tout à l'heure. Les ressources que je viens de citer ne sont naturellement pas les seules. Ce sont quelques ressources nouvelles qui disent des choses, je crois, sur notre ambition. Mais pour mettre en œuvre ces objectifs ambitieux, l'établissement a besoin de volume financier. L'établissement disposera ainsi de moyens supplémentaires pour moderniser, restaurer, sécuriser le réseau. Concernant le grand gabarit, l'objectif est d'ouvrir la navigation 24 heures sur 24. C'est ce que font déjà nos voisins du Nord, c'est une des clés de leur succès. S'agissant du réseau touristique, il s'agit de mettre en place une offre de services adaptée qui tienne compte de la saisonnalité de ce secteur et de la réalité des besoins. La mise en œuvre du programme d'investissement de VNF aura également un impact important et positif sur les conditions de travail des agents, notamment en matière de sécurité au travail. Les barrages manuels, par exemple, seront progressivement remplacés, parallèlement à la remise en état des équipements de sécurité des ouvrages. Pour tout ce programme,
l'État a décidé d'attribuer à l'établissement des ressources supplémentaires. C'est par exemple l'augmentation de la taxe hydraulique, vous l'avez votée l'an dernier. Elle devrait apporter 30 millions d'euros en année pleine. Ces ressources sont affectées entièrement au financement d'un plan d'investissement qui, en tout, fait 840 millions d'euros sur les années 2010 à 2013. C'est un niveau jamais atteint depuis la création de l'établissement. Ces moyens additionnels sont un gage de réussite de la réforme et une démonstration, une illustration supplémentaire de nos ambitions en la matière. Mesdames et Messieurs les sénateurs, au moment de conclure mon propos, et sans préjuger des améliorations que vous voudrez apporter à ce projet de loi, je souhaite que nos débats s'attachent à dégager la meilleure organisation possible du service public de la voie d'eau. Je le redis, 20 ans après la création de VNF, ce texte est une étape essentielle, cruciale, dans le développement de la voie d'eau que nous sommes très nombreux ici à appeler de nos vœux. Ce texte est fondateur d'une nouvelle ambition pour la France. Je le disais, nous pouvons rattraper nos voisins du Nord, nous pouvons les dépasser. Nous avons besoin, tout ça, d'un opérateur renouvelé avec des nouvelles compétences, des nouveaux moyens, une nouvelle organisation. Comme le demandait le Grenelle, le gouvernement a tenu, dans le respect et l'écoute de l'ensemble des acteurs concernés, à faire de ce texte l'assise d'une ambition renouvelée. Je suis sûre que vous la partagerez et je vous remercie de votre attention. Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Francis Grignon, rapporteur de la Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Merci. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, pour examiner ce projet de loi, le travail en commission s'est déroulé dans des conditions particulières puisque j'ai été désigné votre rapporteur provisoire le 7 septembre et confirmé le 27 septembre. Donc j'en profite pour remercier les présidents et les membres respectifs de la commission qui m'ont fait confiance dans les deux cas de figure. Ce projet de loi vise pour l'essentiel à regrouper dans un même établissement public les 400 salariés de Voies navigables de France, VNF, et les 4 400 agents de service de l'État qui travaillent pour les voies navigables. Car depuis sa création en 1991, l'État a confié à l'établissement public VNF la gestion de la plus grande partie du domaine public fluvial, mais en gardant les services de la navigation dans le giron du ministère. VNF est donc donneur d'ordre, mais il n'a pas d'autorité hiérarchique sur les services de la navigation. On appelle cela, en termes de management, l'autorité fonctionnelle. Et tout gestionnaire sait combien ce système gêne l'action. 20 ans après, le gouvernement propose de mettre fin à cette organisation inhabituelle. C'est d'autant plus bienvenu et nécessaire que l'heure est à la relance de la voie d'eau pour atteindre le report modal fixé par le Grenelle de l'environnement. Ce projet de loi a été négocié avec les organisations représentatives des personnels concernés pendant 6 mois. Les négociations ont abouti au début de l'été dernier à la signature de 2 documents cadres, l'un pour les agents publics, et un protocole d'accord a été signé le 24 juin par la CGT, la CFDT, l'UNSA. Seul FO a voté contre. Pour les salariés du privé, un accord cadre a été accepté le 1er juillet par la CFDT, qui est la seule organisation représentative du personnel de VNF. Que disent ces accords? D'abord, que l'établissement public industriel et commercial, VNF, devient un établissement public administratif, un EPA, dénommé Agence nationale des voies navigables. Ensuite, que les voies navigables demeurent la propriété de l'État, que les avantages individuels et collectifs des agents publics et des salariés du privé sont préservés, leur emploi bien sûr, mais également leurs avantages statutaires ou contractuels, individuels et collectifs. Ces accords précisent également qu'aucun agent ne se verra imposer une mobilité géographique. Ces accords affirment enfin que la relance de la voie d'eau concerne toutes les voies navigables et pas seulement celles dédiées au fret. On comprend, dans ces conditions, pourquoi l'acceptabilité sociale du projet a pu être majoritairement obtenue.
Nous sommes nombreux cependant à constater le décalage entre l'ampleur du travail à accomplir pour développer nos voies navigables et la focalisation si étroite de ce texte. Tous les grands sujets d'aménagement du territoire en sont absents, puisqu'on ne fait ici que changer la gouvernance de VNF. En fait, c'est dans le schéma national des infrastructures terrestres, le SNIT, et dans les budgets successifs que nous aurons une première réponse à la problématique des voies navigables en France. Pour l'heure, je pense qu'il vaut mieux faciliter l'effort entrepris en acceptant ce texte, même partiel, et en l'améliorant. Quelques mots quand même sur la problématique de nos voies navigables. Je n'étonnerai personne en disant qu'elles sont souvent en mauvais état et qu'elles sont peu adaptées aux fret contemporains. Nos voies navigables sont parmi les plus longues d'Europe, avec 8 500 km, mais leur gabarit est insuffisant. Notre réseau manque de cohérence et les équipements sont généralement en très mauvais état, faute d'entretien, et ce, depuis des dizaines d'années. Dans la compétition logistique entre la route, le fer et l'eau, l'avantage économique des voies navigables commence à partir d'un certain seuil de massification. C'est quand elles peuvent faire circuler des péniches de plus de 650 tonnes que les voies sont dites à grand gabarit et qu'elles peuvent être alors compétitives pour le transport. Or, sur l'ensemble de notre réseau, à peine 20% de nos voies navigables atteignent ce seuil de grand gabarit. Songez qu'en Allemagne, c'est 70% des voies navigables qui sont à ce grand gabarit. On comprend pourquoi une autoroute fluviale relie le port de Rotterdam à Duisbourg en Allemagne, d'où partent chaque jour une centaine de trains en direction du reste de l'Europe. Qui plus est, nos voies d'eau à grand gabarit sont mal reliées entre elles. Elles sont enclavées dans nos grands bassins. C'est tout l'enjeu du canal Seine-Nord, dont nous allons reparler, que de rallier le bassin de la Seine au reste de l'Europe par la voie navigable. Nos grandes voies d'eau, enfin, manquent d'entretien. Dans le rapport qu'il nous a remis en avril dernier sur l'état de nos voies navigables, le gouvernement constate lui-même que le réseau est vieilli, usé, et il chiffre la modernisation des seules voies à grand gabarit à 2,5 milliards d'euros, dont 1,2 milliard pour la simple remise en état. On comprend dans ces conditions les difficultés du report modal. Depuis 10 ans, le fret fluvial progresse de 9% chaque année, grâce en particulier aux conteneurs. Mais sa part dans le trafic global est stable, en dessous des 4%. C'est dire que nous avons du chemin à faire pour atteindre l'objectif intermodal du Grenelle. Pour le seul fret fluvial, il faudrait doubler ce trafic d'ici 2018. L'intérêt de nos voies d'eau, cependant, va bien au-delà du secteur du transport. Nous redécouvrons que nos voies navigables sont une chance pour notre pays. Elles sont importantes pour l'accès à l'eau potable, pour l'industrie, pour l'agriculture. Nos barrages et les réservoirs sont utiles dans la prévention des inondations ou encore en cas de sécheresse. Les voies d'eau prennent de la valeur dans la vie quotidienne de nos concitoyens. On ne compte plus les aménagements de berges et les programmes de rénovation de quais dans les villes, témoins de cette découverte des plaisirs du fil de l'eau et de la qualité de vie au bord d'un canal. Nos voies navigables, enfin, sont un facteur d'attractivité important pour le tourisme, dont la France se glorifie d'être la première destination mondiale. En d'autres termes, le gestionnaire de la voie d'eau doit bien sûr se soucier du trafic fluvial, mais il participe à une mission bien plus large d'aménagement durable du territoire. Cette mission implique peu ou prou les collectivités publiques dans leur ensemble, État et collectivités territoriales, et nos concitoyens y sont très attentifs. Le gouvernement, pour atteindre l'objectif intermodal du Grenelle, investit dans le fluvial. L'idée d'une relance de la voie d'eau n'est pas nouvelle, c'est même celle qui a présidé à la création de VNF il y a 20 ans. Par le gouvernement de M. Rocard, le renouveau fluvial est un fait européen, déclarait M. Delebarre, ministre de l'Équipement. L'État confie alors la gestion de son réseau à l'EPIC VNF en lui affectant une taxe nouvelle, la taxe hydraulique, qui représente aujourd'hui plus des 2 tiers de ressources de l'établissement public.
L'État, cependant, a laissé son établissement public bien seul pendant de longues années. Songez qu'il a fallu attendre la fin 2004 pour que l'État formalise une stratégie dans un contrat d'objectifs et de moyens, alors que la loi de 91 prescrivait la définition d'un document stratégique pour cadrer l'action de son établissement public. C'est donc seulement dans les années 2000 que la relance de la voie d'eau a pris de la consistance. Depuis le Grenelle de l'environnement, les choses s'accélèrent. Il y a aussi l'annonce du canal Seine-Nord pour 2019 qui ouvrira la voie sur l'Europe du Nord. Dans ces conditions, VNF a défini en 2010 un programme très ambitieux d'un montant global de 2,5 milliards sur la décennie. Ce programme comprend des investissements pour élargir les gabarits, moderniser les barrages et les écluses, ouvrir les voies principales 24 heures sur 24, comme chez nos voisins belges, allemands et hollandais. L'État concentre donc ses efforts sur le fret fluvial compétitif, c'est dire sur les voies à grand gabarit, avec en ligne de mire l'objectif du report modal défini par la loi-programme de Grenelle. Les moyens suivront-ils? Je crois que nous pouvons tous reconnaître que les investissements progressent. Du début des années 2000 à aujourd'hui, le rythme des investissements a quasiment doublé. Nous sommes passés de 100 millions par an à 185 millions d'euros l'an passé et VNF compte investir 200 millions cette année. Il y a eu le plan de relance qui a apporté 50 millions annuels en 2009 et 2010. Pour cette année, nous avons voté une augmentation de la taxe hydraulique en loi de finances qui devrait rapporter 30 millions supplémentaires et l'Agence de financement des infrastructures contribuera pour 40 millions. Les régions contribuent également dans le cadre des contrats de plan État-région pour la période 2010-2013. Les crédits contractualisés représentent un peu plus de 20% des investissements programmés par EDF. Ce rythme encourageant, qui correspond au programme de VNF pour les 10 ans à venir, sera-t-il tenu? Il est bien sûr difficile de le garantir, mais les engagements tenus à ce jour me paraissent justifier notre entier soutien à cette entreprise. Le programme de modernisation de notre réseau à grand gabarit est enfin lancé, il faut le soutenir. Je crois donc, et c'est ainsi qu'il nous faut comprendre ce texte, nous allons parler établissement public, institutions représentatives du personnel, modalités de transfert des personnels en cas de décentralisation des voies d'eau, mais c'est que le souffle de ce texte, vous l'avez compris, est ailleurs. Le gouvernement investit pour la voie d'eau et il agit avec ce texte technique pour lui donner les chances les meilleures d'arriver à bon port, ce qui ne nous interdit pas, bien entendu, d'améliorer ce projet de loi. Sans entrer ici dans le détail, la Commission a apporté des améliorations sur 4 questions. Premièrement, nous avons maintenu le nom de VNF à l'établissement gestionnaire des voies navigables depuis 20 ans. VNF a acquis de la notoriété, en particulier auprès de ses clients, et les agents des services de la navigation utilisent les mêmes vêtements de travail, les véhicules siglés VNF. Dans ces conditions, le maintien du nom nous est apparu de bon sens et de bonne gestion. Deuxièmement, nous avons élargi et précisé les missions de l'établissement public. Le gouvernement propose un établissement public administratif. Pourquoi? Parce que VNF, après le regroupement, comptera 93% d'agents de droit public et parce que 85% de ses ressources proviennent des subventions et de taxes, mais aussi parce que les agents des services de la navigation ont manifesté leur préférence pour un EPA. Ils y voient une garantie pour leur emploi. Nous devons donc assurer cependant que ce statut n'empêche pas l'action de l'établissement, celle de développer la voie d'eau, ce qui a une forte composante industrielle et commerciale. C'est pourquoi la Commission a accepté de confier à cet EPA des compétences qui relèvent généralement de l'EPIC. Le législateur peut tout à fait composer l'établissement public qu'il estime le plus souhaitable pour l'objectif visé. Il est même le seul à pouvoir le faire. Nous tenons ce pouvoir de l'article 34 de la Constitution. Il implique que nous définissions les grands principes et que nous donnions les indications au pouvoir réglementaire pour les respecter.
En conséquence, la Commission a accepté que VNF puisse conduire des opérations d'aménagement pour valoriser le domaine public fluvial, y compris en créant des filiales et en prenant des participations dans des sociétés et groupements. Nous avons établi un lien plus direct de ces opérations avec les missions de VNF. Cependant, nous débattrons à l'article 1er de 2 conditions supplémentaires, celle d'un capital majoritairement public pour les filiales et les sociétés VNF aura recours et celle d'une concertation des collectivités territoriales. Toujours sur les missions, nous avons tenu à lever toute ambiguïté sur le fait que l'État conserve bien une compétence générale sur les voies navigables non transférées aux collectivités locales. Nous avons complété, bien évidemment, la mission de gestion hydraulique en précisant que VNF devrait concilier les usages diversifiés de la ressource aquatique et assurer l'entretien comme la surveillance des ouvrages et des aménagements hydrauliques. Nous avons inclus la conservation du patrimoine dans les missions de VNF. Troisièmement, du patrimoine afférent à VNF, bien sûr. Troisièmement, nous avons recherché à accompagner au mieux le regroupement des agents de droit public et des salariés de droit privé. Ce texte prévoit que VNF comptera dans son personnel des agents de droit public et des salariés de droit privé de manière pérenne. C'est reconnaître que la communauté du fluvial a 2 composantes, l'une est publique, l'autre est privée. Et les 2 partagent le même objectif, celui de développer les voies navigables. Dès lors, nous avons adopté une rédaction indiquant clairement au pouvoir réglementaire que chacune de ces 2 composantes doit pouvoir s'exprimer collectivement dans le fonctionnement ordinaire et pérenne de VNF. Ce principe a des répercussions très précises sur les nombres de représentants du personnel au conseil d'administration et sur les institutions représentatives du personnel. Nous y reviendrons amplement dans l'examen des articles. Quatrièmement, enfin, nous avons tenu à éviter tout empiètement de ce texte sur les accords passés entre l'État et les collectivités territoriales sur le transfert de voies navigables. La décentralisation des voies dites secondaires est un enjeu très important. Ce texte se contente de préciser que les transferts à venir, qui restent facultatifs, se feront depuis VNF et non depuis l'État. Cependant, cette modalité technique ne doit pas être défavorable aux accords d'expérimentation passés à ce jour, comme c'est le cas pour la région Bourgogne. La Commission a précisé le texte pour s'en assurer. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, ce texte technique et limité dans son objet me paraît donc utile, indispensable, même à la relance de la voie d'eau, même si, bien sûr, il n'y suffira pas à lui seul. Les pouvoirs publics engagent un effort financier sans précédent depuis des décennies. VNF n'a pas ménagé sa peine pour orchestrer la relance. Les agents de la communauté du fluvial sont mobilisés. Apportons-leur notre soutien. Je vous remercie. Eh bien, merci, monsieur le rapporteur. Dans la suite de la discussion générale, la parole est maintenant à monsieur Daniel Dubois, au nom du groupe de l'Union centriste et républicaine. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le représentant de la Commission des affaires économiques, de l'aménagement du territoire et du développement durable, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, mon intervention, Madame la Ministre, va commencer par une question finalement. Était-il nécessaire de changer le statut de VNF pour rassembler sous une même bannière, et c'est nécessaire évidemment, quelques 5000 personnes qui œuvrent pour les voies navigables? En droit, la réponse est non. En droit, la réponse est non. Il n'y a pas d'obstacle juridique à ce que des agents publics intègrent un établissement public à caractère industriel et commercial. En opportunité non plus d'ailleurs, dans ce domaine. En opportunité non plus, à l'heure où le gouvernement cherche plus de souplesse
dans sa gestion administrative, il aurait eu intérêt à ce que les futurs employés de VNF, aient systématiquement un contrat de droit privé. Dans l'image que renvoie le statut de VNF, j'aurais naturellement souhaité le maintien du statut d'EPIC, car c'est bien une mission industrielle et commerciale que réalise VNF. La logique économique doit d'ailleurs dicter la cohérence de la gestion du domaine public fluvial et notamment de ses investissements stratégiques pour le développement du fret fluvial et multimodal. Mais on en parle assez peu, malheureusement, dans ce texte. Monsieur le rapporteur l'a souligné, ça a été souligné en commission des affaires économiques. Nous considérons que c'est tout à fait dommage. On avait une opportunité pour renforcer cette approche. Alors, le changement de nature, et je vais en terminer, le changement de nature de l'établissement est donc pour moi et pour le groupe que je représente ici une contorsion plus qu'une nécessité, évidemment. Du coup, on fait rentrer artificiellement dans un établissement public administratif des missions et des financements propres aux établissements publics industriels et commerciaux, faisant finalement de VNF, en l'occurrence, une structure ad hoc et, j'ose dire, un bâtard. Ceci étant dit, Madame la Ministre, oui, j'assume, mais bien sûr, évidemment, Madame la Ministre. Ceci étant dit, il me semble toutefois opportun de souligner l'intérêt évident à rassembler les salariés sous une même bannière. On est là-dessus, je dirais, tout à fait d'accord. Une même bannière, un même commandement, et je crois d'ailleurs que la plupart d'entre nous partagent cette réforme de bon sens. En effet, jusqu'à présent, VNF, ça a été dit tout à l'heure, employé 369 salariés de statut privé, utilisé 4400 agents des services déconcentrés de l'État mis à sa disposition par le ministère chargé des voies navigables. Le personnel relevait à la fois de l'autorité fonctionnelle de VNF et de l'autorité hiérarchique du ministère, ce qui posait évidemment des difficultés de gestion, de responsabilisation du personnel et de modernisation de l'établissement. Cette réforme nous semble donc tout à fait nécessaire. Elle donne à VNF une structure managériale plus solide, plus lisible, lui permettant de mener plus efficacement ses missions de modernisation et de développement des voies navigables. Et il faut dire que dans ce domaine, il y a effectivement du travail. Donc, sur l'objet même, nous sommes d'accord. C'est plutôt sur le montage juridique. Les voies fluviales navigables ont longtemps été délaissées et elles font l'objet d'un sévère sous-investissement dans l'entretien et l'exploitation de ces quelques 2000 ouvrages, écluses, barrages appartenant à VNF. En conséquence, notre réseau fluvial n'est pas compétitif aujourd'hui, alors même que le trafic de conteneurs explose. Le réseau fluvial national dispose de réserves de capacité importantes et pourrait recevoir 3 à 4 fois plus de trafic selon les sections concernées. Alors, à l'instar de nos façades maritimes, nous avons de l'or bleu entre les mains et nous n'en faisons pas, j'allais dire, assez pour le développement dans ce domaine, même si le gouvernement, et c'est vrai, a engagé des réformes de fond qui étaient nécessaires, et je pense à la réforme des ports. Mais il est donc urgent d'entreprendre aujourd'hui la modernisation et le développement du réseau et de réaliser des plateformes logistiques multimodales sur le domaine public fluvial. Cela permettrait l'accroissement du trafic fluvial. Des chantiers d'ampleur doivent être engagés selon une stratégie bien définie. Ainsi, nous pourrons nous approcher de l'objectif du Grenelle, d'amener le fret non routier de 14 à 25% en 15 ans, et il aurait été à ce propos souhaitable, Monsieur le ministre, que le gouvernement inscrive ces objectifs dans le projet de loi. Et nous regrettons ce manque. Donc 2 regrets. Le premier, la forme juridique qui génère un bâtard. La deuxième, le manque d'ambition. Ça a été dit, même Monsieur le rapporteur l'a dit tout à l'heure. Alors, c'est pour cela que nous soutiendrons un amendement, je dirais, qui va dans ce sens, qui a été déposé
parce qu'il nous paraît tout à fait cohérent. Le texte aurait dû prendre en compte, je dirais, cet enjeu. Alors, au vu de l'ampleur de la modernisation des voies fluviales à entreprendre, on peut se féliciter. On peut se féliciter d'une part que le nouvel établissement conserve ses leviers financiers, de péages et de taxes, et d'autre part que l'État finance la dot de la mariée à hauteur de 840 millions d'euros. Le réseau en a effectivement bien besoin. Je ne doute pas qu'ils seront bien utilisés et seront reconduits pour que le schéma national des infrastructures de transport que l'on a adopté en début d'année puisse tenir ses promesses. En outre, Monsieur le ministre, je souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'intérêt à mieux associer les collectivités dans le fonctionnement de l'agence. Il nous faudrait réfléchir, par exemple, à une ouverture du conseil d'administration plus large aux élus des collectivités pour améliorer le dialogue entre VNF et les collectivités. De même, l'opacité de nombreuses décisions de police de l'eau a multiplié les contentieux ces dernières années et élargir, ce serait vraiment souhaitable. Et si ce n'était pas le cas, qu'il y ait au moins un médiateur qui amène à pouvoir régler les problèmes en relation avec les collectivités concernées. Il y a une vraie problématique sur ce sujet. Enfin, Monsieur le ministre, dans la perspective de modernisation du réseau de fret fluvial et en tant qu'élu de la Somme, je souhaite saluer l'engagement du président de la République. Ben oui, attendez, mais quand c'est la réalité, il faut le dire. Quand c'est la réalité, mes chers collègues, vous ne pouvez pas défendre, je dirais, les voies fluviales et ne pas noter que si le canal à grand gabarit Seine-Nord-Europe démarre, c'est bien parce qu'il y a une volonté du président de la République. Ouais, c'est incontournable. Nous, en tous les cas, dans le Nord et dans la Somme, on le sait. Ouais, c'est évident que s'il n'avait pas décidé de lancer le PPP, le dialogue compétitif sur le sujet, ça ne démarrerait pas. Et c'est un enjeu majeur à la fois d'amélioration et notre présence tout entière de notre pays pour la prise en compte du développement du fret fluvial. C'est incontournable. En reliant le nord de l'Europe au grand bassin parisien, ça va permettre de transporter de l'ordre de 13 à 15 millions de tonnes de marchandises, soit l'équivalent de 500 000 poids lourds par an. 500 000 poids lourds par an, il faut quand même le préciser, sur l'un des corridors de transit les plus empruntés d'Europe, Paris-Amsterdam. Vous l'aurez compris, Monsieur le ministre, mes chers collègues, le groupe de l'Union centriste et républicaine soutient donc le projet d'ensemble dédié à VNF, en dehors des deux points que j'ai soulevés tout à l'heure, à la fois la forme juridique empruntée et le manque peut-être de souffle par rapport à l'enjeu stratégique pour la nouvelle structure. Bon, et j'espère que le nouveau statut, je l'espère vraiment, ne fera pas obstacle au développement industriel et commercial attendu par les territoires et les entreprises. Et je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur Philippe Esnol, au nom du groupe socialiste et Europe Écologie Les Verts. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je crois qu'elle est partie, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le projet de loi que nous présente le gouvernement et que nous examinons aujourd'hui est un texte important et je suis très heureux, en tant que sénateur récemment élu dans les Yvelines, de m'être vu confier la charge d'exprimer la position du groupe socialiste sur un tel sujet. En effet, nous voterons dans quelques minutes sur une série de mesures techniques mais essentielles pour l'organisation et les conditions de travail de presque 5 000 agents, 4 400 agents publics de l'État
et 400 agents privés employés à ce jour par Voies navigables de France. Il s'agit de permettre à l'ensemble de ces agents de pouvoir mieux travailler ensemble à la promotion et l'exploitation du réseau fluvial français en les regroupant au sein d'un même établissement. Nous verrons au cours de notre discussion si les conditions sont remplies dans une telle perspective. Mais c'est à ces femmes et à ces hommes qui travaillent chacune et chacun au service de notre pays qu'il nous faut d'abord penser au moment d'examiner ce texte. Ensuite, de manière plus générale, le projet de loi s'insère bien évidemment dans une stratégie plus globale d'essor du trafic fluvial, particulièrement du transport de marchandises et du fret, qui est, je veux le dire, une impérieuse nécessité pour notre pays, ayant accumulé un grave retard en termes d'investissement public et d'infrastructures depuis déjà de trop nombreuses années. Sur ce sujet, et je commencerai par là, vous ne trouverez chez les socialistes que des alliés. La promotion du trafic fluvial est une préoccupation que nous partageons sans réserve, avec évidemment nos amis écologistes. La France est dotée de pas moins de 8 500 km de voies navigables. Or, nos routes sont saturées, notamment par le trafic de marchandises, et le report modal n'est plus une simple option, il est devenu une nécessité. Le Grenelle de l'environnement, dont nous partageons largement les objectifs, mais dont nous déplorons malheureusement les moyens, souvent insuffisants, le Grenelle de l'environnement fixe en ce domaine un chiffre clair, porter de 14 % à 25 % la part cumulée du fret ferroviaire et fluvial dans le transport de marchandises. Il y aurait beaucoup à dire et à redire sur la manière dont la politique de fret de la SNCF est réduite à la portion congrue. Les fermetures de gares de triage, l'absence de volonté politique et la frustration des cheminots sont suffisamment parlants. Mais ce n'est pas là notre ordre du jour. Concernant le fluvial, l'enjeu consiste tout simplement à doubler le trafic actuel. C'est un objectif que nous pouvons atteindre, tant nous sommes en retard aujourd'hui au regard de nos possibilités, en retard par rapport aux grands ports fluviaux du nord de l'Europe, comme Rotterdam ou Bruges, en retard surtout en termes d'investissement public. Songez que nos infrastructures fluviales ont été modernisées pour la dernière fois dans les années 1920 par le programme Freycinet. Il nous faut passer à une nouvelle étape du transport fluvial et remettre en état un réseau qui ne répond plus aux normes internationales. Accroître les capacités et les gabarits du réseau principal, assurer la sécurisation des voies, garantir la mise en conformité environnementale du réseau et de son exploitation, permettre aussi l'essor du réseau secondaire dans les domaines du tourisme, des loisirs et de la plaisance, qui sont réellement porteurs au niveau local. Sur tous ces sujets, nous considérons qu'il faut faire confiance à Voies navigables de France et lui donner les moyens d'agir, dans le sens notamment du plan d'investissement qui a été annoncé sur la période 2010-2018. Vous comprendrez que l'élu des Yvelines que je suis insiste tout particulièrement sur la nécessité d'une stratégie globale et coordonnée avec les collectivités territoriales dans tous les programmes d'aménagement conduits dans ce cadre. Chez moi, à Conflans-Sainte-Honorine, nous menons l'opération d'intérêt national Porte de Paris, qui doit s'insérer dans des enjeux majeurs de développement du trafic et de renforcement de la Seine en tant qu'axe principal d'échange, depuis l'Atlantique vers le reste de l'Europe et bien sûr inversement. Sur ces points vitaux, pour lesquels, je le répète, nous partageons les mêmes objectifs, le groupe socialiste déposera des amendements visant à la précision et l'amélioration du texte. Nous voulons d'une part, comme je viens de le dire, nous assurer que l'établissement nouvellement créé par le texte conserve dans ses missions une obligation de respect des territoires, de leurs activités et de leur cohérence. Très concrètement, en veillant à la compatibilité des opérations d'aménagement avec les SCOT qui auront été votées localement par les collectivités territoriales concernées. Nous voulons d'autre part dissiper un malentendu que pourrait comporter le projet de loi ainsi rédigé et qui ne doit pas perdurer. Vous verrez que, si nous ne sommes pas hostiles par principe à ce que le nouvel établissement puisse procéder à la création de filiales et à des prises de participation, nos amendements permettront de beaucoup mieux les encadrer légalement afin d'écarter toute tentation d'en faire une activité de pure valorisation foncière et immobilière. Ce ne serait pas là, vous en conviendrez, une attribution correcte des missions assignées à un établissement de promotion et d'exploitation de notre réseau fluvial. Mais nous reviendrons à tout cela dans le détail au cours de la discussion par article, bien entendu. Je veux maintenant dire quelques mots du cœur du projet de loi que constitue le regroupement des personnels publics et privés au sein de VNF. Sur ce sujet, nous sommes très clairs. C'est le respect absolu du dialogue social qui doit toujours prévaloir. Et donc,
les accords qui ont été négociés et acceptés par les syndicats représentatifs. Parmi les points qui ont été mis en avant, à juste titre, par les syndicats, il y a bien évidemment le respect de la double représentation au sein du comité technique unique comme du conseil d'administration, des personnels de droit public d'une part et des personnels de droit privé d'autre part. Nous refuserions à l'évidence une fusion des personnels à marche forcée, comme votre gouvernement l'a malheureusement conduit dans de désastreuses conditions et avec de déplorables résultats dans certains cas, comme celui de Pôle emploi en particulier. Aussi, le groupe socialiste sera extrêmement vigilant sur ces points tout au long de la discussion avec nos amis et partenaires. Nous savons que les difficultés juridiques ont été soulevées par le Conseil d'État dans la transcription textuelle de l'accord, mais nous veillerons à ce que les demandes des organisations syndicales et les engagements pris auprès d'elles par le gouvernement soient strictement et rigoureusement respectés. Voilà, en quelques mots, l'esprit qui anime les sénateurs socialistes et leurs amis dans l'examen du projet de loi qui nous est soumis. État d'esprit constructif, enthousiaste sur la nécessité de développement du transport fluvial, état d'esprit attentif au devenir des personnels qui en auront la charge dans la nouvelle entité, vigilant sur le respect intègre du dialogue social, exigeant sur les missions de service public et seulement de service public que remplira l'agence. Vous le voyez, nous sommes ouverts à la discussion et à l'amélioration de ce texte. Je suis heureux que nous nous y engagions ensemble. Merci de votre attention. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à Madame Mireille Schorch pour le groupe communiste républicain et citoyen. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur. Le présent projet de loi a suivi, et il est une étape cruciale, a dit Madame la Ministre, mais il a suivi une route sinueuse avant d'être débattu devant notre hémicycle. Entre le projet initial avancé par le gouvernement jusqu'au texte débattu ici, il y a, à vrai dire, plus grand-chose en commun. Ainsi, c'est en prenant appui à la disposition votée lors de la loi dite du Grenelle de l'environnement, relative à l'étude de la pertinence du transfert en pleine propriété des voies navigables à VNF, que le gouvernement a initié sa réflexion concernant la refonte du cadre organisationnel du secteur des voies navigables. Ce secteur comporte en effet une particularité institutionnelle avec l'existence d'un EPIC VNF qui dispose de 380 agents et 4 400 agents de l'État mis à disposition de cet établissement public. Cette particularité constitue, selon le gouvernement, une anomalie mettant à mal l'efficacité de ce service. La volonté qui a prévalu à l'élaboration de ce texte est donc celle de l'unification des personnels au sein d'une structure unique, en dehors, et comme le soulignait notre rapporteur, de toute considération en termes de mission du nouvel établissement et de tout effort pour la relance de la voie d'eau. Ce projet de loi est donc avant tout celui de la gouvernance. Cette question a pourtant toute son importance et mérite que nous l'examinions sérieusement. Ainsi, la démarche initiale du gouvernement a bien été opérée dans une logique libérale d'externalisation des missions de service public, voire à terme leur privatisation. Cela n'a d'ailleurs à aucun moment trompé les syndicats. Ainsi, de manière très claire, la nouvelle organisation revêtait également aux yeux de ses partisans l'avantage non négligeable de permettre une optimisation des ressources affectées à la voie d'eau. On se situe dans ce cadre bien loin de toute relance de la voie d'eau, de la révolution écologique prônée par le ministre de l'époque, pour se trouver pieds et mains liés aux politiques de rigueur et d'austérité. Aussi, nous souhaitons saluer ici les avancées considérables obtenues par le protocole d'accord en date du 24 juin entre le ministère et les 3 organisations syndicales représentatives des personnels de l'État et du 1er juillet avec VNF concernant la préservation des droits des personnels dans le nouvel établissement public. Le gouvernement a par ailleurs reculé sur la constitution de nouvelles agences sous forme EPIC pour privilégier celle de l'établissement public administratif. Nous sommes en accord avec cette évolution correspondant à l'affectation normale de personnel fonctionnaires et ouvriers des parcs et ateliers de l'équipement.
Au demeurant, vis-à-vis du besoin de cohérence de l'ensemble des acteurs de la voie d'eau et au regard des missions de service public de cet établissement, nous considérons que la forme la plus adaptée est bien celle d'un établissement public administratif, et ce, y compris au regard des compétences marginales de cette agence en termes de réglementation et de police de navigation. Nous sommes également satisfaits que l'État renonce, par cet accord, au transfert des voies, mais également à la fermeture de voies navigables. Il s'agit d'un acquis précieux. Nous sommes en effet particulièrement attachés à l'unicité et à l'intégrité du réseau, des réseaux de transport en général, qu'ils soient ferroviaires ou fluviaux, car il s'agit là de l'élément clé d'aménagement du territoire qui conditionne ensuite la qualité du service et son niveau d'ambition. Sur le fond, comment appréhender toute évolution, ne serait-ce qu'institutionnelle, de la voie d'eau, en dehors des enjeux de réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc du développement des transports alternatifs à la route, conformément aux objectifs de la loi du Grenelle de l'environnement. Je pourrais à ce titre évoquer également les autres enjeux liés au développement de la voie d'eau, comme la gestion de la ressource aquatique, notamment de la régulation des plans d'eau pour assurer l'équilibre hydraulique et hydrologique du système complexe des voies et cours d'eau, ou des questions relatives à la préservation de la biodiversité. Pour concrétiser cette ambition, des pistes étaient évoquées notamment par l'article 11 de la loi Grenelle, indiquant que le réseau fluvial magistral ferait l'objet d'un plan de restauration et de modernisation dont le montant financier devra être clairement établi. Mais de cela, il n'est point question dans nos débats et nous le regrettons. Comme nous le pensons tous, le principal problème qui affecte la voie d'eau est bien celle du sous-investissement chronique qui la frappe et qui a conduit à un délabrement du réseau et principalement des digues. Ainsi, selon un diagnostic mené par VNF, une part importante des ouvrages est aujourd'hui en fin de vie ou une qualité fonctionnelle médiocre. 54% des écluses et 63% des barrages présentent au moins un risque majeur de dégradation de performance et un risque important de perte complète de fonctions assurées. La performance du réseau est ainsi fragilisée et insuffisante pour offrir le niveau de sécurité de fonctionnement hydraulique et la qualité de service indispensable au développement du transport fluvial. À cette étape, je vous ferai ici remarquer que nous comprenons mieux pourquoi, au travers des lois de décentralisation, l'État a voulu se départir sur les collectivités, au moins pour le réseau dit secondaire, de ce fardeau devenu trop lourd à porter. Il faut dire ici que les tentatives d'expérimentation menées mettent au moins en lumière un élément, celui de l'importance des investissements réalisés, déjà simplement pour entretenir ce réseau et plus encore pour le régénérer. Concernant les engagements financiers, nous actons les annonces d'investissement à hauteur de 840 millions d'investissements dans les voies d'eau d'ici 2013. La ministre vient d'en faire état à l'instant. Mais nous serons extrêmement vigilants sur le provisionnement concret de ces crédits, notamment dans le cadre de la loi de finances. Nous sommes en effet malheureusement habitués à ce que des annonces fracassantes de la part du gouvernement ne soient finalement que peu suivies d'effets. Je tiens aussi à rappeler que d'ici 2018, d'après le schéma national des infrastructures de transport, ce sont plus de 2,5 milliards qui devraient être investis dans la génération des voies navigables pour le développement à grand gabarit des 3 liaisons Seine-Nord-Europe, Bray-Nogent, Saône-Moselle et Saône-Rhin. Comment réussir ce tour de force alors même que les ressources des collectivités, comme celles de l'État, sont restreintes par les politiques gouvernementales? Nous craignons alors le renforcement du recours au partenariat public-privé, type de marché public alléchant, alors même que les collectivités se retrouvent asphyxiées. Pourtant,
et nous déposerons un amendement sur ce thème, les partenariats public-privé ont fait la démonstration qu'ils constituaient au final une sorte de miroir aux alouettes, qui, loin de soulager les collectivités, se révélaient sur le long terme une forme de marché public plus coûteuse que les marchés traditionnels, tout en laissant craindre pour la sécurité des infrastructures, des personnels et des usagers. Ceci sans compter la perte de compétences de la maîtrise d'ouvrage public. Nous sommes à ce titre défavorables au recours à cette forme de marché qui met à mal le principe d'unité du réseau par une privatisation des infrastructures. Mais revenons maintenant au cœur de cette loi. Je vous le disais, la volonté initiale du gouvernement de libéralisation et externalisation s'est ici confrontée très directement avec le mouvement social du printemps dernier. D'ailleurs, je tiens ici à vous alerter sur le signal particulièrement négatif qui serait envoyé aux agents de l'État intégrant la nouvelle structure si le nom avancé et reconnu dans les protocoles d'accord n'était pas celui retenu par la loi. Vous nous parlez, monsieur le rapporteur, de psychologie, mais les symboles sont importants. En effet, la grande majorité des personnels de cette nouvelle agence seront des fonctionnaires et ouvriers des parcs et ateliers qui ne souhaitaient pas être simplement aspirés par Voies navigables de France. Je vous incite donc en la matière à la prudence et je dépose donc un premier amendement sur ce sujet. Nous considérons également que le texte qui nous est soumis aujourd'hui et suite aux travaux de la Commission doit encore évoluer pour que cette unification des services dépasse des considérations organisationnelles, tout en respectant les acquis des différents agents pour aller vers un renforcement des missions de service public confiées à cette agence. Pour cette raison, nous continuons de porter en séance et devant vous les exigences que nous avons portées en commission. Celles-ci sont de deux ordres, autant en termes de statut des personnels et de leur représentation que les missions de service public. Sur le premier point, par respect pour le modèle choisi qui est celui de l'EPA, nous souhaitons supprimer tout élément qui ferait de cet établissement un établissement public sui generis, qui sont à nos yeux des éléments de fragilisation de ce statut et de contentieux, à l'inverse même des considérations qui ont prévalu à la naissance de ce texte. Plus largement, nous souhaitons par nos amendements également interdire pour l'avenir tout recrutement de personnel contractuel de droit privé, et ce, conformément aux principes reconnus, y compris de manière jurisprudentielle, selon lequel les besoins permanents d'un EPA doivent être pourvus par des agents de droit public. Nous considérons par ailleurs que le regroupement des personnels au sein de l'EPA doit être l'occasion d'une clarification des missions de service public en conformité avec les engagements du Grenelle. Ainsi, si nous souhaitons que la part dans le transport de marchandises des modes alternatifs à la route atteigne 25%, il faut donner les moyens à ce nouvel établissement de remplir ses missions. Pour cette raison, la première des mesures devrait être celle de stopper l'hémorragie de la RGPP dans ce secteur. En effet, depuis 20 ans, nous pouvons que regretter la perte de 2000 emplois dans le secteur des voies navigables, qui a trop longtemps été considéré comme l'un des secteurs clés de contraction et de restriction des personnels publics. Les objectifs, d'ailleurs, pour la période 2011-2013 sont à ce titre éloquents, puisqu'ils prônent la suppression de 271 emplois équivalents temps plein. Nous y sommes, pour notre part, opposés. Par ailleurs, nous voulons, par nos amendements, réitérer l'importance d'une complémentarité renforcée avec les modes ferroviaires et maritimes. Il serait en effet incohérent de penser le développement fluvial en concurrence avec le ferroviaire ou le maritime. À ce titre, je voudrais rappeler au rapporteur, contrairement à ce qu'il a indiqué en commission, et ce que j'ai entendu depuis le début de cette séance, que l'ensemble des voies d'eau, du réseau magistral ou secondaire, peuvent être utilisées pour le transport fret. Dédier le réseau secondaire exclusivement au tourisme est à ce titre un non-sens pour le respect des objectifs du Grenelle. Nous avons également souhaité poser en commission la question de la sécurité des installations, tant en ce qui concerne les digues que les ouvrages hydrauliques. Nous sommes satisfaits que cette préoccupation ait été reprise dans le texte. Il en va de même pour les missions d'intérêt général de bonne gestion et de ressources aquatiques. Nous sommes également satisfaits que le rapporteur ait repris la proposition que nous avions faite de faire figurer dans les missions de l'établissement la conservation du patrimoine, qu'il soit bâti ou paysager. À l'inverse, nous restons circonspects
sur la possibilité offerte par la présente loi pour la nouvelle agence de pouvoir valoriser tant le domaine public qui lui est confié que son domaine privé en procédant à des opérations d'aménagement complémentaires à ses missions par le recours à la création de filiales. Nous craignons que cet élargissement de ses missions revienne à sortir le nouvel établissement de son cœur de métier. D'autre part, nous craignons que la valorisation du domaine par le biais de filiales privées n'aboutisse au final à une faculté donnée à l'agence d'une privatisation des installations et de leur dépendance comme de leur gestion. Nous déposons un amendement sur cette question afin d'encadrer cette possibilité à la participation dans des opérations d'intérêt général et avec des acteurs publics sous contrôle personne morale de droit public. De manière plus générale, et comme nous le mentionnions dans ce début d'intervention, nous souhaitons que l'État et la FIFT apportent à l'agence les moyens de son développement et de la réalisation des missions de service public. Cela passe notamment par des concours financiers à hauteur des actions et projets prévus pour les voies navigables par le schéma national des infrastructures de transport. Nous attendons ainsi que les engagements financiers pris soient honorés. Il s'agit là de l'élément fondamental pour une relance effective de la voie d'eau. Concernant l'ensemble du débat qui a eu lieu en commission et aura probablement lieu ici en séance sur les modalités de représentation des personnels au sein de comités techniques, et ce, suite à l'avis du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel en date du 28 juillet 2001, qui ont conduit à la réécriture du projet de loi 2011, nous estimons qu'il est important de conserver une structure unique pour l'ensemble des personnels. Dans ce cadre, l'amendement prévu en commission par le rapporteur semblait concilier plusieurs exigences: respect des protocoles d'accord, constitutionnalité de la mesure proposée et structure unique ayant la souplesse nécessaire pour s'adapter aux situations différentes entre les différents personnels. Nous espérons donc que le texte pourra évoluer favorablement en séance et nous en sommes persuadés. Nous avons également, au travers de nos amendements, souhaité intégrer dans notre réflexion l'association des usagers des voies d'eau par la création de comités de service aux usagers tels que proposés par les syndicats de la batellerie. Au regard des incertitudes qui pèsent encore sur l'évolution du présent texte, nous attendrons bien sûr le débat en séance avant de nous prononcer sur le sens de notre vote. Nous espérons que nos amendements portant des exigences sur les missions de service public de l'établissement pourront être adoptés. Les sénateurs de mon groupe ne cesseront en effet d'affirmer la nécessité d'un service public de la voie d'eau de qualité, fort d'une ingénierie publique, de moyens renforcés et modernisés au sein du nouvel établissement, capable ainsi de résister aux logiques de privatisation, de morcellement du réseau et finalement de son abandon pour défaut de rentabilité économique. Merci de votre attention. Merci, ma chère collègue. La parole est maintenant à Monsieur Christian Bourquin pour le groupe pour un rassemblement démocratique, social et européen. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le projet de loi relatif à l'Agence nationale des voies navigables répond à deux objectifs. Remédier aux problèmes de gouvernance qui handicapent l'établissement en charge depuis 1991 de l'essentiel du réseau fluvial de notre pays, ainsi qu'élargir les missions du nouvel établissement que vous voulez lui substituer. Ma collègue Françoise Laborde évoquera en complément de mon propos les dispositions inscrites dans ce projet de loi. Toutefois, en préalable, il y a un abîme dans lequel il ne faut pas tomber, qu'il faut éviter à tout prix. Ne créons pas un nouveau RFF. Je laisse cela de côté et pour ma part, je souhaiterais ici, si vous le permettez, à cette tribune, parler surtout de la lancinante question du financement des missions du futur établissement, qui d'ailleurs sont passées sous silence dans ce texte et qui met d'ores et déjà en suspens les objectifs ambitieux qui lui ont pourtant été donnés. Ce projet de loi est d'une importance capitale, on l'entend bien, pour l'avenir de nos voies navigables, car il s'agit avant tout d'économie et donc et surtout d'emploi. Mais il s'agit aussi d'honorer les engagements issus du Grenelle I de l'environnement
qui a fait du secteur fluvial une priorité absolue dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Le point d'orgue de cette modernisation, voulue à grande échelle, consiste à la construction d'un canal Seine-Nord, prévu opérationnel en 2014 pour un montant estimé à 4 milliards d'euros. Mais, Monsieur le Ministre, est-ce que vous et votre gouvernement en avez réellement l'intention? Car j'ai noté que les 3 régions françaises, Nord-Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Île-de-France, étaient au rendez-vous financier et qu'aujourd'hui, vous n'avez pas confirmé la présence de l'État d'une façon concrète. Et donc, sur ce projet de loi et sur ces financements attendus, encore faut-il que les financements potentiels ne se fassent pas au détriment de la réalisation de chantiers antérieurs, à commencer par la seule remise en état du réseau fluvial magistral estimé à 1,5 milliard d'euros. Que penser dans ces conditions d'un projet de loi qui élargit les missions de Voies navigables de France en omettant de renforcer ses moyens financiers? L'exemple désolant du canal du Midi illustre fort bien ce qui peut en résulter. Trop longtemps, l'État s'est désintéressé de l'entretien de son patrimoine fluvial. Il a laissé s'installer une situation juridique complexe propre à empêcher toute coopération sérieuse dans l'intérêt du canal. Le canal du Midi est en effet malade. Ces platanes bicentenaires ont été décimés par le chancre coloré. Entre le moment où Voies navigables de France a identifié ce champignon et le moment où il se résout à l'abattage, il s'est écoulé 6 ans. Ce sont désormais les 42 000 platanes qui bordent le canal qui sont condamnés. D'ailleurs, le président de la République, à Agde cet été, est venu nous dire « Je ne suis pas le président des platanes ». Il s'en est vite ravisé. Et il a confié, je l'ai noté, à Madame la Ministre, et donc à vous, Monsieur le Ministre, une mission tendant à récupérer tout cela, mais je constate que rien n'a avancé. Et j'ai envie de vous dire attention, Monsieur le Ministre, parce que le Président de la République, il revient dans l'Aude mardi. Et il sera à côté des platanes de nouveau, parce que le canal du Midi passe dans l'Aude. Et il sera tout à côté. Bon. Au-delà du sujet des platanes, qui est un problème important et évident, l'État a par ailleurs laissé, en plus, certaines berges du canal s'effondrer et bon nombre d'écluses fermées. Tout cela, faute d'entretien. Au total, ce magnifique ouvrage, décidé par Louis XIV, est distingué, je cite, en tant qu'une des réalisations les plus extraordinaires du génie civil de l'ère moderne, se voit menacé de déclassement au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'estimation du coût de sa réhabilitation, dans un premier temps évaluée à 100 millions d'euros, s'élève désormais à 200 millions d'euros, la moitié devant permettre l'abattage des arbres et leur replantation, l'autre, la réparation des ouvrages. Certains ont pourtant avancé l'idée, au risque d'organiser une confusion des rôles, ils ont avancé l'idée que l'État pourrait venir au secours des collectivités locales concernées pour les aider à sauver le canal du Midi. Or, Monsieur le Ministre, le canal du Midi, y compris dans sa partie languedocienne, devenue consécutivement à l'adoption des lois des 13 juillet 2003 et 13 août 2004, réseau régional à vocation touristique. Il demeure sous la responsabilité de l'État. Et les solutions d'intervention le concernant continuent à revenir à Voies navigables de France, établissement public placé sous son autorité exclusive, celle de l'État. Ainsi, la région Languedoc-Roussillon, dont j'ai l'honneur de présider l'exécutif, attend de l'État qu'il assume sa responsabilité pleine et entière sur ce dossier. Profondément attachés au sauvetage du canal du Midi, nous n'en sommes pas moins opposés à payer pour les défaillances et l'incurie de l'État. Et en aucun cas, le volontarisme de ma région ne peut être remis en cause quand il s'agit pour elle d'exercer ses propres compétences dans un cadre contractuel structuré. J'en veux pour preuve, Monsieur le Ministre, l'investissement de 30 millions qu'elle a réalisé pour l'amélioration des capacités du canal du Rhône à Sète qui relie la Méditerranée par le port de Sète au bassin Rhône-Saône et le port de Laudun-l'Ardoise. Enjeu majeur pour le Languedoc-Roussillon en matière de transport de marchandises, il fait partie intégrante de sa stratégie tournée vers le développement des modes de transport alternatifs à la route et participe également au rayonnement du port de Sète. Et aujourd'hui, la région récolte le fruit de ses efforts
Les trafics du port de Sète sont en progression et les industriels suivent. Pourquoi, Monsieur le ministre, ne pas donner au canal du Midi les mêmes chances qu'à celui de Sète? Cela impliquerait une harmonisation du statut juridique du canal sur toute sa longueur, et de rendre possible une contractualisation globale. L'État assumerait ses responsabilités et sa part, ce qui permettrait aux collectivités locales concernées de venir l'appuyer et simplement l'appuyer dans le respect de leurs compétences. Monsieur le ministre, j'ai souvent saisi Madame la ministre de toutes ces questions, je l'ai fait par écrit, à plusieurs reprises. Elle n'a pas eu encore le temps de me répondre. Et donc, je profite de l'examen de ce projet de loi pour vous interpeller. Si vous considérez qu'il faut changer la loi, on pourra être tous d'accord, c'est le moment. Si vous considérez qu'une autre solution est possible, c'est aussi le moment de le dire. C'est pour ça qu'avec mon groupe RDSE, nous attendrons vos réponses pour nous positionner sur ce sujet majeur. Merci. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à notre collègue Alain Chatillon, rattaché au groupe pour une union, pour un mouvement populaire. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Ministre, chers collègues, mon intervention sur les voies navigables et le canal du Midi tient notamment à mes mandats de maire de Revel et de président de ma communauté de communes, Lauragais-Revel-Saurézois. Et je voudrais remercier mon collègue précédent qui a déjà enfoncé le clou sur le canal du Midi, en espérant que sa collègue fera de même tout à l'heure. Il est temps qu'on parle enfin un peu de notre Midi. C'est le Midi moins le quart, certes, mais ce Midi toulousain. Nous nous situons en effet aux sources du canal du Midi. 4 communes de notre intercommunalité se partagent le barrage de Saint-Ferréol. Pour l'histoire, je rappelle que c'est Pierre-Paul Riquet, ingénieur né à Béziers, fermier des Gabelles, qui a réussi à ramener les eaux de l'Est et de l'Ouest de notre montagne noire pour alimenter le bassin du canal du Midi et notamment ce fameux Saint-Ferréol. Capacité de 7 millions de mètres cubes et donner ainsi naissance au canal du Midi pour joindre l'Atlantique à la Méditerranée en utilisant la navigation sur la Garonne pour la partie ouest. Le canal du Midi fut inauguré avec faste en 1681 par, certes, Louis XIV et Colbert, mais je rappelle que c'est quand même Riquet qui en est l'instigateur. Il était décédé 1 an auparavant, après avoir engagé sa fortune personnelle, être mort ruiné, mais 1 an après, Colbert a tiré, bien sûr, tous les avantages en estimant que c'était lui qui l'avait fait. D'autres bassins d'alimentation ont aussi complété depuis les apports en eau pour l'alimentation du canal du Midi au seuil de Naurouze, point le plus haut du partage des eaux. Avec le soutien du Conseil régional de Midi-Pyrénées, de l'Union européenne, du Fonds national d'aménagement du développement et du territoire et du département de la Haute-Garonne, je suis à l'origine de la création de ce musée-jardin du canal du Midi sur ce magnifique site de Saint-Ferréol. Mais ce site, Monsieur le Ministre, il est géré par un CIVOM, un syndicat intercommunal à vocation multiple, fort de 4 communes situées sur 3 départements et 2 régions. Vous imaginez la simplicité administrative que cela peut poser, d'autant que nous avons ensuite une convention de superposition avec Voies navigables de France. Alors, quels sont nos sujets d'inquiétude et quelles sont nos attentes? La gestion de ce site historique nous amène au constat de la dégradation au fil du temps du service rendu par Voies navigables de France. Et ce, malgré l'impulsion, je dois le signaler, de Marc Papinutti, son directeur général, qui depuis quelques mois a engagé un dialogue constructif, mais j'espère qu'il sera suivi des faits. VNF gère, exploite et développe le plus grand réseau européen de voies navigables, certes. Cependant, elle délaisse l'entretien des berges, l'entretien des parcs, des arbres, et en particulier sur le canal du Midi, où, comme l'a dit tout à l'heure mon collègue, 42 000 platanes sont atteints par le chancre. Et cela fait 7 ans que nous attendons effectivement que l'on commence les travaux. Ce sera un véritable sinistre quand effectivement il faudra arracher tous ces platanes en même temps. Que va devenir ce site classé essentiellement touristique s'il est privé de ses arbres? À titre d'exemple, comment faire face à la suppression progressive des postes d'agents d'entretien? Je cite un exemple entre
la prise d'Alzot en haut de la montagne Noire et le seuil de Naurouse, il y avait 35 personnes qui assuraient l'entretien il y a quelques années. Il n'y en a plus que 9 aujourd'hui. Comment gérer les écluses du canal du Midi, où circulent seulement quelques bateaux de plaisance, s'il n'y a plus d'éclusiers, sachant pourtant qu'un regroupement des embarcations pendant quelques heures permet aujourd'hui de limiter la consommation en eau. N'oubliez pas, chers collègues, que le canal du Midi, c'est 700 mètres cubes d'eau à chaque écluse. 40% de l'eau sur le canal du Midi s'évapore, les ragondins notamment, au-delà des prises d'eau non contrôlées. Il va falloir donc entretenir ces berges à la fois du canal du Midi et du bassin de Saint-Ferréol, de plus en plus érodés, et entretenir le parc autour du lac, procéder au remplacement des arbres, la replantation sur le canal du Midi dans le cadre d'un plan à 10-15 ans, sachant que ces sites sont un atout touristique majeur de proximité pour les régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon. En un mot, la question qui se pose est celle du statut du canal du Midi. Doit-il rester et dans quelles conditions dans Voies navigables de France, bien qu'il ne constitue plus aujourd'hui une alternative, je dis bien aujourd'hui, au transport vis-à-vis de la route ou vis-à-vis du rail? Il convient d'entreprendre une véritable analyse pour répondre à ce sujet de préoccupation pour nos deux régions et les communes traversées. Mais le projet de loi qui nous est soumis m'apparaît relativement cohérent concernant les VNF de substitution aux voies ferrées, routes et autoroutes, en dehors bien sûr du canal du Midi. Plus particulièrement, dès lors que les syndicats des personnels acceptent les évolutions qui leur sont proposées, nous ne pouvons, moi en ce qui me concerne, qu'exprimer mon accord avec les propositions formulées. Je salue également les engagements pris lors du dernier Conseil des ministres du 31 août par le Premier ministre et Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable en faveur de l'environnement. En effet, ils ont précisé qu'au-delà du transport fluvial et de la gestion hydraulique, l'action de VNF serait tenue de s'inscrire dans la continuité du Grenelle de l'environnement, tout en favorisant l'aménagement du territoire, le tourisme fluvial et les activités nautiques. Monsieur le ministre, simplement, il va falloir passer des promesses aux actes et faire en sorte que nous puissions véritablement voir sur le terrain la réalité de ces promesses. Cela répond à certaines de mes interrogations, mais encore faut-il que ces orientations soient financées et mises en application par VNF. J'appelle l'attention également de Madame le ministre et de vous, Monsieur le ministre, sur la nécessité de conserver le nom, le sigle Voies navigables de France. On ne change pas une marque quand elle a 20 ans. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, cette marque existe. Alors ne la changeons pas parce que ça peut coûter très cher sur le plan touristique. Pour toutes ces raisons, je souhaitais, Madame le ministre, Monsieur le ministre, qu'une étude spécifique soit consacrée au canal du Midi, en liaison étroite avec les collectivités locales et bien entendu les régions et les départements, pour appréhender ses particularités par rapport aux autres voies navigables de France. Faut-il ou pas remettre à niveau ce canal du Midi pour en faire un axe de transport? Faut-il le destiner essentiellement et uniquement au tourisme? Quels moyens va-t-on prendre pour économiser l'eau? Car l'eau va devenir une denrée rare et chère. Donc soyons économes. Car nous avons le devoir également de conserver ce joyau inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO que l'histoire et l'audace des hommes nous ont légué. Monsieur le Président, Madame le Ministre, Monsieur le Ministre, chers collègues, merci pour votre écoute attentive et l'accueil que vous réserverez à mon propos. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à Monsieur Robert Navarro pour le groupe socialiste Europe Écologie Les Verts. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, vous le savez, ce texte a été adopté en Conseil des ministres le 31 août dernier. Depuis, les élections sénatoriales se sont déroulées fin septembre, ce qui fait que nous avons dû travailler très vite. Premier élément de réflexion. Ce texte ne traite que de la gouvernance du fluvial. Il regroupe dans un même ensemble les agents de droit public et les agents de droit privé qui travaillent à l'exploitation et à l'entretien et au développement des voies navigables. C'est un sujet certes intéressant, et surtout et en particulier pour les agents concernés.
Mais nous passons à côté de l'essentiel pour notre industrie et notre économie. Face à la crise, nous devons repenser notre modèle de développement. Les transports sont la clé d'une relance de notre économie. On ne peut déconnecter nos réflexions sur les voies navigables de celles sur les ports maritimes, sur notre industrie et au-delà sur notre place dans la mondialisation. Tous ces sujets sont liés et absents de ce texte. Dans une économie où la place des échanges est centrale, si vous êtes à l'écart du réseau des communications et de circulation des biens et des marchandises, votre territoire n'est pas attractif. Investir dans le fluvial, mieux penser les liens du fluvial et du maritime, c'est augmenter l'attractivité de nos territoires. La massification de la desserte fluviale est un enjeu économique et écologique pour les ports français. Tous les grands ports européens ont développé ce mode de transport alternatif pour faire face à l'afflux des marchandises. Je l'ai dit en commission, je souhaite le rappeler ici. Un convoi fluvial peut transporter 352 conteneurs, un train 80, un camion 2. Malgré ces évidences, nos voies navigables souffrent d'un déficit chronique d'investissement et d'entretien. Ce texte ne règle rien car il ne peut rien et c'est bien dommage. Certes, cette année, VNF va disposer de 70 millions supplémentaires, mais ce qui est présenté comme un doublement des crédits relève de la fumisterie face au passif et au retard accumulé. Après des décennies de sous-investissement et sous-entretien chronique, cette somme est insuffisante pour ne pas dire ridicule. Ce texte est également accompagné d'un programme d'investissement défini par VNF qui se monte à 840 millions entre 2010 et 2013. Face à l'état lamentable des 8 500 km de voies navigables, dont 2 600 km dédiés au fret, cette somme est également insuffisante. J'ai suivi hier une partie du cycle d'une certaine UMP sur notre programme et les chiffres fantaisistes annoncés. En plus de 500 milliards de dettes dues au seul Nicolas Sarkozy depuis 2007, nous devrions chiffrer les conséquences de vos économies de bout de chandelle menées sans discernement. Pour les voies navigables, le coût de votre mauvaise gestion, c'est de mon point de vue 1,5 milliard d'euros. Churchill affirmait qu'il faut toujours saisir l'occasion d'une crise pour changer ce qu'il faut changer. Eh bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre et Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, je vous invite à renverser la part mortelle pour notre pays de la crise que nous affrontons. Nous devons lancer une remise en état sincère et ambitieuse. À la clé d'un tel programme, nous avons d'abord les emplois dédiés à la rénovation et les emplois indirects. Par la suite, nous avons la croissance grâce à l'attractivité de notre territoire. Le fluvial par les conteneurs, c'est 30% du trafic à Rotterdam, 32% à Anvers, contre 4,7 à Marseille et 9 au Havre. En conclusion, je souhaiterais revenir sur ce qu'a bien défendu mon président Bourquin tout à l'heure. Je voudrais parler aussi, monsieur le maire de Revel, du canal du Midi. L'autre atout maître, de mon point de vue, de notre réseau fluvial, c'est le tourisme. Notre pays est la première destination touristique au monde et le canal du Midi appartient aux joyaux de notre patrimoine. Nous en avons parlé le 12 juillet dernier. Nous sommes toujours sous la menace d'un rapport négatif de l'UNESCO. Sans me donner de chiffres, vous vous êtes engagé à ce que, dans le contrat de performance entre l'État et VNF, d'importants moyens soient dégagés pour le canal du Midi, avec notamment des travaux de traitement des digues, d'automatisation des écluses et de gestion des plantations. Nous connaissons l'enveloppe globale, 840 millions sur la période 2010-2013. Cette enveloppe est très insuffisante pour la remise à niveau de l'ensemble du réseau. Combien l'État compte-t-il mettre, Monsieur le ministre, pour revenir sur l'incurie qui frappe le canal du Midi depuis des décennies? Pour rappel, ça a été dit, le seul remplacement des platanes, c'est 100 millions d'euros. Ces platanes ne sont pas seulement un élément fort du paysage du Midi. L'espèce avait été choisie sous Napoléon III pour sa capacité à retenir la terre des berges. Pour réparer l'ouvrage, c'est encore 100 millions d'euros.
200 millions d'euros au total. Les collectivités en ont assez, Monsieur le ministre, de payer à la place de l'État. On vous l'a déjà dit, mon président Bourquin vous l'a dit en Languedoc-Roussillon. Nous défendons la décentralisation, mais dans l'équité, Monsieur le ministre. Vous ne pouvez pas nous livrer un réseau en ruine. La volonté de l'État de décentraliser le réseau secondaire et donc de transférer un canal désormais à l'abandon n'est pas acceptable. Tant que le rattrapage historique n'est pas fait, notre région a toujours montré une volonté sans faille sur ce dossier, mais une région ne peut remplacer des années d'absence de l'État propriétaire. Voilà pour conclure, Monsieur le ministre, face à vos responsabilités. Le canal du Midi constitue l'une des réalisations les plus extraordinaires de l'ère moderne et a ouvert la voie à la révolution industrielle. Faute d'entretien, cause d'une pseudo-austérité menée sans discernement, notre patrimoine disparaît et notre avenir économique est menacé. Je vous demande de prendre des dispositions pour que l'État assume ses responsabilités de propriétaire et fasse les investissements nécessaires. Les responsables politiques ne sont que des passeurs, dépositaires de ce patrimoine. Vous n'avez pas le droit d'aliéner à la fois le passé et l'avenir des générations qui nous suivent. Vous avez l'impérieuse responsabilité de transmettre ce patrimoine, Monsieur le ministre. Je vous remercie.